Bon, écoutez, bonjour. Donc, je vais reprendre les Web Todayers ou les Web Today, je ne sais pas comment vous vous appelez. Ça va, le niveau d'énergie? C'est bon? Oui? Bien réveillé? Parce qu'on va faire un grand voyage ensemble. Là. Donc, j'ai vraiment besoin de votre énergie. Et pour ce faire, on va le faire à l'américaine. Alors, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tombés dans une messe évangélique. Je vais vous demander de vous lever. Tous, allez, on se lève. Et puis, je vais vous demander de saluer votre voisin la façon dont vous voulez, à la yogi, namasté, à l'oriental, salam alaikum, à la française, on peut se faire la bise. Je pense que c'est autorisé. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais vous demander de vous rasseoir, si vous voulez bien. Petit exercice pour vous faire constater, moi je pense que le niveau d'énergie dans la pièce n'est pas du tout le même. Il suffit de reconnaître l'humain et de se saluer pour générer une autre énergie et une autre conscience. Et en fait, moi, ce dont je vais vous parler, c'est certainement des écosystèmes numériques, mais aussi de l'humain au centre. Et quelle est notre responsabilité, vous, votre responsabilité, et le rôle que vous voulez jouer au sein de ces écosystèmes numériques. Je me présente brièvement, puis je vais vous expliquer pourquoi je suis là. Après tout, pourquoi vous venez m'écouter? Quelle légitimité j'ai? Je vais commencer par la devise de ma vie qui est « For our greatness is the ability to reinvent ourselves ». Pour moi, effectivement, d'avoir à se réinventer et de m'être réinventé tout au long de ma vie, ça a été mon fil conducteur. Et le Bouddha de Borobudur, je vous l'expliquerai plus tard. Donc, gardez ça en tête. Si vous voulez échanger, communiquer avec moi, vous avez déjà toutes mes coordonnées et n'hésitez pas. J'aime bien la confrontation, le débat, les désaccords, donc allez-y. Bon, moi je suis née pas très loin d'ici. J'ai fait des grands tours du monde, vous verrez, j'ai voyagé, Cholet. Donc je sais que ça n'a pas la réputation d'être une ville très glamour et c'est vrai que j'ai eu hâte d'en partir, mais bon, quand même, des bonnes valeurs dans cette ville. Par contre, mes origines bretonnes, j'ai entendu beaucoup de récits de voyage que je me cachais quand j'étais enfant pour écouter mes oncles marins qui parlaient de l'Indochine, qui parlaient du Japon. On n'avait pas le droit d'écouter, nous, en tant qu'enfants, parce que, ce n'était pas toujours des histoires très audibles, mais ça m'a certainement donné l'envie de l'exploration. Et puis alors, l'innovation et la technologie, en fait, moi j'ai eu le virus et je crois beaucoup à la sérendipité, quand par hasard je me suis trouvée à travailler chez Apple Computer. Et Apple était au démarrage en Europe, on lançait toutes les filiales européennes et on démarrait le Macintosh. Donc ça vous donne une idée de mon âge avancé, mais ce n'est pas le propos. Le propos, c'est que j'ai eu en fait là le virus de l'innovation et de la technologie. Et c'était une société en fait, qui recrutait des gens plus sur leur personnalité et leur volonté d'apprendre que sur effectivement ce qu'ils savaient. Pourquoi? Parce que les ingénieurs sérieux, entre guillemets, en fait, ne voulaient pas aller travailler chez Apple. Ce n'était pas une société digne d'intérêt à l'époque. Et j'ai continué sur cette veine de l'innovation en rejoignant par la suite Lotus, premier logiciel collaboratif, très très important à cette époque-là, pour commencer effectivement à partir. J'en vois qui connaissent déjà, bon maintenant c'est un peu daté, quoiqu'il y a encore certaines sociétés qui s'en servent. Et j'ai rejoint Cisco, le géant du networking, j'ai d'anciens collègues ici, et donc merci, on se suit toujours. Cette communauté d'innovateurs, je pense, est très très importante. J'ai maintenant des anciens collègues d'Apple qui sont mes clients. Chez Cisco, j'ai fait pas mal de rôles de management. Je me suis beaucoup occupée toujours des services dans la technologie. Et puis, au bout de 7 ans en Europe chez Cisco, avec tous ces rôles de senior management, un cancer, je me suis dit, bon, je suis là. Tant mieux, on est là, et qu'est-ce que j'aurais aimé faire que je n'ai pas fait? Et ça, je pense qu'on a tous dans sa vie, je ne vous souhaite pas d'avoir la maladie, mais on a tous dans sa vie des moments où on définit, qui sont très importants, et qui, rentrer chez Apple, ça a été un defining moment. Avoir cette maladie et se dire, qu'est-ce que j'ai loupé et que j'aimerais faire? Et donc, écoutez, c'était d'aller découvrir le monde. J'avais ces ancêtres bretons qui demandaient l'exploration. Donc, je voulais aller en Chine.
j'ai vidéoconférence, etc. à Shanghai. On m'a proposé Sydney, j'ai décliné une fois. Les gens m'ont dit, non, mais qui décline d'aller à Sydney? Enfin bref, moi j'étais fixée sur Shanghai. Je suis allée à Sydney, donc voir les petits kangourous. J'ai hurlé la première fois que j'ai vu kangourous sur la route. C'était vraiment mon expérience. Mais enfin bref, finalement, j'ai fini par, de Sydney, monter les opérations en Chine pour le support technique ainsi qu'en Inde. Donc finalement, quand on fait le premier pas dans son aventure, qu'on y va, on arrive peut-être finalement à ses fins. Après, j'ai continué cette découverte en prenant la charge de tous les services techniques chez Cisco pour toute l'Asie, de l'Inde jusqu'à l'Asie du Sud-Est, et ça comprenait l'Australie. Et c'était un laboratoire d'innovation pour Cisco. Pourquoi? Parce qu'au niveau chiffres, ce n'était pas si important. Donc si on se plantait, bon, on n'était pas félicité, mais on avait essayé des choses nouvelles. Donc ça, c'était très important. Et je reviens au Bouddha de Borobudur, parce que là aussi, ça a été une grande expérience personnelle que de découvrir une culture, des cultures fantastiques en Inde et en Asie, et notamment toute la philosophie bouddhiste et les philosophies hindoues. Et au niveau d'une expérience personnelle, ça a été aussi extraordinaire. Donc j'ai eu la chance de combiner les deux. Et puis je me suis dit, bon, il faut finir la vie corporate. Et comment la finir? Pour préparer ma carrière d'après, ça a été d'aller à San Francisco, au cœur de la Silicon Valley, toujours chez Cisco. Mais en fait, ce que j'ai fait, je me suis plongée dans le monde de la Silicon Valley. Donc, j'allais à tous les pitchs. Je me rappelle aller chez Twitter, leur incubateur, il fallait aller à vélo d'un bout à l'autre, tellement c'était long. Donc, j'écoutais des pitchs de femmes. J'étais déjà business angel, avec des business angels qui étaient certainement plus fortunés que moi, mais j'ai appris avec eux. Et là, dans la Silicon Valley, en fait, je me suis lancée toute seule. Et j'ai investi moi-même dans ma première société, qui était déjà une femme CEO, et qui existe toujours, et qu'on espère vendre cette année. Donc, finalement, c'est pas si mal. Et en fait, j'en reviens là à l'humain, d'où le salut qu'on s'est donné avant de commencer. Et je voudrais vous parler très brièvement du concept de l'ikigai. Je ne sais pas s'il y en a certains de vous qui connaissent, oui, je vois, c'est un concept japonais qui est en fait de trouver sa raison d'être. Et sa raison d'être, c'est d'avoir ce croisement entre ses passions, son talent et ce avec quoi on va pouvoir vivre. Donc si on arrive à relier, à se trouver à la croisée des chemins, qu'on a sa passion, qu'on y attache ses talents et qu'on a le bonheur de pouvoir en vivre, peut-être pas en vivre d'une façon fastueuse, on a de fortes chances de trouver son ikigai. Je vous conseille de regarder le TED Talk de Dan Buettner, qui même soutient que dans Okinawa, si les gens vivent si vieux, c'est parce qu'ils font beaucoup leur recherche d'ikigai et qu'en fait, bien sûr, ça évite beaucoup de stress. Et une fois qu'on a cette raison d'être, eh bien, finalement, on vit heureux. Et alors, moi, j'ai trouvé mon ikigai et je dis, bon, je suis une exploratrice, je continue de business angel, mais je vais commencer mon tour du monde des écosystèmes numériques. Et j'ai commencé, bien sûr, par l'Asie, puisque c'était l'endroit que je connaissais le mieux et où j'avais un réseau étonnant. Et en fait, ce que je recherche, et vous pouvez aller sur mon site et surtout commenter, participer, parce que j'ai écrit beaucoup d'articles et j'ai commencé là mon e-book. Je recherche, est-ce qu'il y a des choses universelles dans tous ces écosystèmes numériques? Quelles sont les grandes différences? Quelles sont les valeurs communes? Il y a aussi des challenges communs. Et donc là, je vais vous parler de ça. Et bien sûr, je pense que vous en faites partie. On sait très bien que pour un écosystème numérique réussi, il faut un mix de plusieurs choses. Il faut un mix de la connaissance, il faut un mix de l'argent, il faut un mix, bien sûr, des talents. Et alors moi, j'ai organisé ça avec une jeune illustratrice belge, par tribu. Donc, je vous engage à trouver votre tribu. Je ne vais pas en décrire toutes parce que nous n'aurions pas le temps. Si ça vous intéresse, on peut en parler. Je vais parler de certains aspects. Donc, vous voyez, et malheureusement, c'est très souvent un homme, mais bon, c'est comme ça. Il y a le core builder, donc celui qui vraiment amène la valeur. C'est-à-dire, c'est vous, hein, la majorité, c'est les start-upers, ceux qui contribuent, qui injectent cette valeur dans le système, les nouvelles solutions, l'application des nouvelles technologies. J'ai mis la femme là, avec son petit sifflet, les shapers, tous les incubateurs, les accélérateurs. J'ai la joie de travailler ici avec l'incubateur de Nantes, où je suis pas mal de start-up. J'ai investi dans cet incubateur français.
et c'est vraiment très utile dans l'écosystème. Il faut la valeur seule, et c'est pour ça que beaucoup de start-upers, s'ils travaillent en isolation au démarrage, ont beaucoup de mal en fait à décoller. Bon, et je voulais aussi passer un peu de temps sur le money feeder. Et ça, c'est une des différences peut-être j'ai vues entre la Silicon Valley et l'Europe. La fluidité des capitaux, l'abondance des capitaux, c'est certainement un succès clé de l'écosystème numérique. La grande différence dans la Silicon Valley, c'est qu'il peut y avoir beaucoup d'argent très vite. Et ça, vous trouverez des business angels qui vont pouvoir se décider très, très rapidement. L'Europe n'a pas cette facilité. Il y a des capitaux. L'Angleterre, post-Brexit, très, très loin devant, toujours. Hein, pas d'illusion à avoir. La France, qui se dit certainement maintenant Startup Nation, a énormément moins d'investissement. Donc, en tant que start-upper, pensez à ce que je vois, parce qu'il y en a certains. Qu'est-ce que vous voulez faire avec vos investissements? Comment vous allez gérer votre cash? C'est un élément clé de l'écosystème, et ça, on pourrait parler. Bon, le knowledge feeder, ça, je pense que c'est assez clair, mais on verra après, dans certains exemples, que les grands écosystèmes numériques sont très souvent concentrés autour de grandes universités, de grandes écoles. Il faut absolument cette collaboration et aussi un environnement culturel. Je voulais passer, et l'activiste, ou le militant, je pense, on dirait en français. Alors, on les aime pas, mais à mon avis, ils sont très importants dans l'écosystème numérique. Il faut ces opinions différentes. Il faut aussi que tous les modèles puissent circuler et qu'il y ait certaines frictions pour faire que l'écosystème soit dynamique. Je voulais parler, alors on peut discuter s'ils sont dedans, dehors, de ce que j'appelle en anglais le disenfranchise. Et c'est une notion qu'on retrouve très souvent maintenant dans les économies aussi numériques. C'est-à-dire, c'est deux types d'individus dans le disenfranchise. Celui, le geek. Le geek est souvent dans la cyber security. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous des cyber security. J'ai eu l'occasion, peut-être qu'ils ne lèveront pas la main justement, ils ne le diront pas, et c'est souvent des gens qui deviennent vraiment paranoïaques quant à la sécurité des données. Moi, j'ai connu des très très grands experts mondiaux qui ne veulent plus être sur les réseaux sociaux, qui se mettent des firewalls chez eux, c'est incroyable, et donc qui sont devenus, du fait des excès du système, absolument très prudents, et ils se mettent en retrait. Ce qui est à mon avis plus grave, c'est tous les gens qui sont hors de ces systèmes numériques. Ne pensez pas que ce soit les pays émergents. Les pays émergents, je vois par exemple l'Inde, bon, qu'on peut plus considérer émergents maintenant, mais par exemple les pays d'Afrique utilisent beaucoup des technologies qui seront peut-être plus basées sur le mobile. Je parle souvent des gens qui sont culturellement hors métropole, qui sont dans des déserts et culturels et économiques et qui sont complètement hors du système. Ils voudraient bien être dedans, mais ils ne le comprennent même pas. Il y a vraiment, et ça, à mon avis, nous avons tous une responsabilité dans nous qui sommes dedans, comment on peut être de plus en plus inclusif. Donc, regardez votre tribu. Et alors, je passe aussi aux valeurs. Donc, les valeurs, j'ai trouvé une valeur commune. Vous pouvez, je ne pense pas détenir des vérités, hein, c'est plus des observations que j'ai eues. C'est share the secret sauce. C'est que dans les écosystèmes numériques, il y a beaucoup cette volonté de transparence. Et là, j'ai l'exemple de quelqu'un qui s'appelle Andrew Larkin, qui a écrit un très bon texte sur share the secret sauce. C'est un gourou du storytelling. Et en fait, il a beaucoup hésité à mettre toutes ces techniques en ligne et tout. Il s'est dit, on va tout me piquer, puis après, je n'aurai pas de business. Et finalement, il a quand même mis tout en ligne, et puis il dit, my worst nightmare happened, parce qu'effectivement, au début, tout lui a été... Alors, il a eu beaucoup de partages, etc., des consultants qui lui disaient, ouais, c'est super ton truc, on l'a utilisé avec nos clients, mais au bout d'un moment, il a créé sa communauté, et le business lui est revenu. Donc, moi, ce que j'ai trouvé dans les écosystèmes numériques, et que ça soit partout, hein, ça c'est vrai, l'Asie, l'Europe, c'est qu'il y a une grande volonté de contribuer, apporter sa valeur et être prêt à en avoir un retour peut-être en différé. Et ça, c'est très important par rapport à l'économie traditionnelle où on est beaucoup dans l'économie du deal. Je te donne, tu me donnes. Et ça doit être immédiat. S'il n'y a pas cet échange-là, on ne participe pas. Et alors là, à mon avis, ça a contribué à toutes ces sharing economy. Bon, alors j'ai mis, on partage les vélos, on partage les maisons, on partage les voitures et à des nouveaux modes de consommation. Et ça, c'est un trait vraiment commun à tous les écosystèmes et je ne pense pas qu'on reviendra en arrière. Au contraire. Il y a aussi ce que j'appelle l'être ensemble. Ben, on est là,
hein, c'est en témoin, des grands événements comme ici, le Web Summit en Europe. Donc, il y a vraiment ce besoin d'être ensemble. Et il y a aussi le coworking que vous connaissez. Bon, là, j'ai mis une photo au Japon parce que c'est toujours très beau, très design. Puis ils enlèvent leurs chaussures avant d'aller sur leur ordinateur. Mais en fait, il y a un besoin à un moment d'être ensemble. Et ça, c'est aussi une valeur de créer ces communautés. Là, j'ai mis la photo quand j'étais à Singapour, dans le quartier des startups. En Asie, vous avez beaucoup les hawker centers, c'est-à-dire tous ces espèces de grands hangars. On vient manger ensemble. Dans le quartier des startups, ils ont fait leur hawker center où il y a une foule au moment du déjeuner. Là, j'y étais de bonne heure le matin pour prendre la photo. Une autre valeur, et aujourd'hui je ne parlerai pas des challenges, j'ai décidé d'être positive, il y en a en commun, mais au niveau des valeurs, il y a aussi, tout ce qu'on parle, c'est de l'agilité. Effectivement, de faire, make and fail, et d'être très proche de son client. Et ça, cette agilité qui vient des makers, là bon, j'ai pris surtout des labs, hein, de makers que vous reconnaîtrez s'il y a des makers parmi vous, cette agilité de faire, d'écouter son client et de refaire et d'échouer. Bon, alors la culture de l'échec, c'est vrai, peut être différente en Europe, aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que quand même 90% des startups échouent. Donc comment l'écosystème récupère et donne de la résilience à ceux qui échouent? On n'en entend pas beaucoup parler. On a toujours les stars, les quelques stars qui réussissent. Bon, on va échouer, on a tous échoué, il va falloir remettre. Donc comment l'écosystème va s'épauler? Ça, c'est un challenge de l'écosystème. C'est de ne pas gratifier forcément l'échec et de ne pas le rendre visible d'une façon positive. Et en parlant de ça, j'ai eu beaucoup de questions. Il y a quelque chose qui m'a étonnée quand je suis revenue en Europe après 10 ans d'absence. Déjà, tout le monde me disait, alors dans la Silicon Valley, pourquoi tu vas en Europe? C'est nowhere zone. Maintenant, ça a un peu changé. Hein. Là, ça fait 1 an et demi, et déjà en 1 an et demi, ça a changé, à peine 1 an et demi. Mais ce qui m'a étonnée, c'est la fascination, alors des Français en particulier, et de l'Europe pour la Silicon Valley. Parfait, hein, c'est vrai que c'est très impressionnant et j'encouragerais absolument tout le monde à y aller. Par contre, il n'y a pas la même fascination pour la Chine. Alors je comprends les réticences politiques qu'on peut avoir. Moi, me plaçant sur, et encore une fois ici, ce n'est pas un discours moral ou politique, mais en se plaçant simplement sur le plan d'écosystème numérique, je vous encouragerais absolument à aller voir ce qui se passe en Chine. Et là, ce que j'ai fait pour aujourd'hui, c'est une comparaison entre les US en tant qu'écosystème numérique et la Chine. Et à mon avis, vous montrez que ce n'est pas si différent au niveau. Alors, bon, stay with me, comme on dit. Je vais étayer mon propos. Pourquoi je pense qu'il y a beaucoup de similitudes. Et alors, avec des différences, bien sûr. En fait, mon propos, c'est que ce sont 2 superpuissances numériques et que la question est comment exister avec ces 2-là. Bon, et on peut en choisir un et puis dire on va s'intégrer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'Européens, pour ici, mais pas que. Donc, pour la Chine, il y a quelque chose. Alors, tout le monde parle, oui, de la censure, etc. C'est vrai que vous êtes en Chine, à moins d'avoir un VPN, vous ne pouvez pas accéder Google, vous ne pouvez pas accéder Facebook. Moi, je dirais, par provocation, so what? En fait, ce que la Chine a fait, c'est une tradition historique. Ils ont construit une muraille de Chine digitale. C'est-à-dire que la Chine s'est historiquement protégée de l'extérieur et s'est dit, nous, on a une force très nationaliste, d'ailleurs, un peu comme les États-Unis. Ils ont dit, nous, on a la force du nombre, on a la force, si on veut, de la technologie. Comment on pousse les envahisseurs à l'extérieur et comment on développe notre propre système. Et c'est ce que les Chinois ont fait. Et le résultat est qu'ils ont construit des gros monstres du numérique. On va en parler avec Tencent et WeChat. Je vous encourage à downloader l'app de WeChat juste pour comprendre ce qu'ils font. Par exemple, NIO, Self-Driving Car, ils sont leaders. Kuaishou dans le vidéo streaming. Nous, on connaît tous YouTube. Et pourquoi ils sont très en avance dans la reconnaissance faciale, le vidéo streaming et la reconnaissance vocale? Quelqu'un a une idée? Pourquoi ils sont si en avance? Le mandarin. Aller taper, même pour un Chinois, les caractères rapidement en mandarin. Donc la difficulté de la langue, même pour un Chinois, ça a fait qu'on a énormément développé tout ce qui est la mobilité, tout ce qui est la vidéo.
C'est pour ça, enfin, c'est pas seulement la raison, mais c'est une des grandes raisons. Donc, toujours penser que l'environnement culturel historique a ces... Donc, des grands... Là, j'avais pris cette photo quand j'étais justement à Shanghai. Je travaille avec un incubateur là-bas aussi. Et j'ai trouvé que ça reflétait vraiment du petit livre rouge au mobile. Pour moi, c'est un sculpteur chinois. C'est dans la concession française, ex-concession française de Shanghai. Et là, je me demande, vous avez peut-être vu cette photo sur les réseaux sociaux? Certains disent oui. En fait, 1,4 milliard de connexions simultanées WeChat à un instant T. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Avec WeChat, quand vous allez, alors pas partout en Chine, on va y voir, mais quand vous allez dans les grands centres urbains d'innovation, vous faites tout. Vous allez au petit restaurant qui ne paye pas de mine, bol de nouilles. Alors, ils ne parlent pas anglais, mais ils vous disent QR code, WeChat, vous pouvez payer et commander. Le taxi, moi j'étais avec ma carte de crédit, WeChat. Non. Donc, voyez un petit peu. Et en plus, maintenant, ils développent de ce fait des moyens de paiement. Alipay pour Alibaba et WeChat a développé. Donc, et ils sont très un peu leur parc protégé, et ça pose des problèmes aux autres écosystèmes. C'est bien sûr, par exemple, Lazada, qui est une des filiales d'Alibaba, de vraiment s'étendre sur toute l'Asie du Sud-Est. Je pense qu'en Europe, on les verra un jour, un peu plus qu'on les voit. Une autre similitude entre les US et la Chine, c'est la concentration des hubs d'innovation autour des côtes. Et ça, c'est aussi historique, géopolitique. Les mers sont les routes privilégiées du commerce. C'est tout à fait vrai pour les écosystèmes numériques. Quand on parle de la Chine, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au territoire chinois et à la population chinoise, on parle d'une très petite partie. Alors certes prépondérante, aux États-Unis, c'est pareil côtier, est toujours lié aux grandes universités ou à la FinTech. New York est un écosystème, mais autrement, vous regardez, c'est Berkeley, Stanford, ou alors quelques locomotives, évidemment comme Amazon et Microsoft sur Seattle. Mais donc, pareil, similitude, ce sont des hubs très concentrés. Alors ça a évolué heureusement. Je ne sais pas si vous connaissez le Genome Report, dont moi je me sers. Avant, il y a à peu près pas le dernier, mais celui de 2017, les écosystèmes étaient fort concentrés dans à peu près 25 grands hubs dans le monde. Maintenant, ça s'éclate. Donc, il y a une bonne tendance où, malgré tout, ça se disperse. Grande différence, par contre, entre la Chine et les US, c'est que les Chinois, en 2017, ont diplômé 8 millions d'ingénieurs. Donc, en Chine, l'année dernière, à la fin de l'année, il y a eu 8 millions de nouveaux ingénieurs prêts à travailler dans l'écosystème. Il y a des pays en Europe qui n'ont pas mis 8 millions d'habitants. Donc, vous vous rendez compte, pour une année. L'Inde est à peu près à 2,6 millions. Alors, les États-Unis, en fait, ont beaucoup moins de diplômants, mais 25% des travailleurs dans la STEM, donc dans tout ce qui est technologie, viennent d'une origine étrangère. Donc en fait, la force des États-Unis avec les visas H1, c'est absolument l'immigration. Donc si vous êtes un ingénieur en Inde, vous avez une première option. Si vous êtes très brillant, vous voulez aller aux États-Unis. En général, vous faites un postgraduate aux États-Unis, vous y restez. Vous pouvez y revenir. Les ingénieurs qui y restent, souvent, répondent à des problèmes sociétaux dans l'Inde. C'est pour ça que vous avez beaucoup de start-up sur l'éducation et le healthcare. Donc les États-Unis ne peuvent vivre et ne pourront vivre qu'avec l'apport d'immigration. Ils n'ont tout simplement pas de nombre. Il faut savoir aussi que la moitié des PhD, donc des doctorats aux États-Unis, ce sont des gens d'origine étrangère. Donc, et les visas n'ont pas changé. Ils vont être peut-être un peu plus difficiles, mais la tech américaine ne peut pas survivre aux États-Unis sans ça. Sur le raisonnement de superpuissance, je vous donne là ce petit quiz. Vous voyez, une petite idée. La Suède, 546 milliards de dollars. C'est l'état de la trésorerie, je parle de la trésorerie, pas capitalisation boursière, des GAFAM. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année 2017, c'était le cash disponible que les GAFAM avaient, qui est égal au PIB de la Suède. Donc quand je vous dis 2 écosystèmes numériques, 2 superpuissances, l'autre, et ça c'est quelque chose, je voulais quand même y passer un petit peu de temps, je ne sais pas où est-ce qu'on est au niveau timing, j'avoue que en principe on doit être bon.
Ce qui est important, alors je sais qu'on a fait le GDPR, je ne sais plus en français, c'est la protection des données, GRPD. Bon, c'est super. Néanmoins, il faut se rendre compte, là je vous ai mis la carte de tous les data centers Google dans le monde. Il faut savoir qu'on a donné la clé et la propriété, c'est tiré du site Google, donc no secret. On a donné la propriété de nos datas aux GAFAM et avec le cloud de plus en plus. Alors on dit, bon oui, mais maintenant il y a des lois de souveraineté des données qui doivent être dans les pays. Ah, certes, mais moi j'ai un de mes clients qui est le leader numéro 1 du data center. Néanmoins, ces données, elles sont traitées, stockées par les GAFAM, et en plus, les sous-traitants data center, à part certains que vous connaissez en France, mais qui sont peanuts par rapport aux Américains, il faut savoir que nos données, je vais vous donner juste un chiffre, Google, les recherches en France, 90% passent par Google. Donc, il faut quand même savoir ça, 40 000 requêtes par seconde. Google. Et ça, c'est des chiffres qui a par 6 mois. Et ils stockent à peu près là, dans tous ces data centers. Et vous ne verrez pas d'ailleurs de chiffres officiels de Google de combien de données actuellement ils stockent et ils traitent. Il faut savoir qu'ils font leur propre serveur aussi pour pouvoir être complètement efficaces. On parle de 10 à 15 exabytes de stockage et de traitement de données, sachant qu'un exabyte, bon, alors pour les plus techniques d'ici, c'est 1 million de terabytes. C'est énorme, énorme. Juste un message, je ne suis pas anti-américaine du tout, j'y ai vécu, j'apprécie. Il faut bien se rendre compte dans les faits et dans les chiffres entre ces deux grands écosystèmes numériques où on se situe. On est quand même du niveau de la fourmi. Donc, l'Europe. Alors on dit, bon, bah, je ne veux pas être pessimiste, ce n'est pas du tout ça. C'était un peu pour mettre un contexte et se dire, bah, qu'est-ce qu'on peut faire nous ? Bon, il y en a peut-être qui travaillent avec les écosystèmes américains et chinois. Et d'ailleurs, le plus on collaborera, le mieux, certainement. Je pense que moi, ce que j'ai vu en Europe, et là, je suis allée à Manchester, où j'ai rencontré la directe héritière de la première coopérative du monde. Il faut savoir que la première coopérative a été créée à Manchester au moment de la révolution industrielle. Et ça n'a pas du tout été quelque chose de syndical, ça a été fait par des industriels eux-mêmes qui voulaient se regrouper et trouver d'autres méthodes pour ne pas être complètement dominés par des grands groupes. Et cette coopérative-là, la Digital Co-op, en fait, a ouvert un écosystème numérique pour continuer les valeurs dans l'écosystème, et notamment ceux de l'éducation, des gens qui n'étaient pas rentrés dans les grandes universités. Là, c'est l'université de Évora. Alors, Évora, c'est dans l'Alentejo, au Portugal, pour comparer un petit peu la Creuse. Donc, on ne s'attend pas à trouver des incubateurs et un programme numérique dans l'Alentejo. Et en fait, ils ont développé ça, les jeunes. On ne veut pas forcément aller à Lisbonne, qui était la seule option. Ce n'est pas si loin. En plus, le Portugal, c'est petit. Et finalement, les personnes âgées de l'Alentejo ont été très volontaires pour faire des pilotes, surtout service à la personne médicale. Donc, l'Europe, là, Montpellier, je vous montre l'écosystème de Montpellier parce que j'aurais pu parler celui de Nantes, mais je connais bien celui de Montpellier parce que j'ai un client et on travaille sur la radio. Et l'ancienne école militaire de Montpellier, qui est bien sûr désaffectée avec la professionnalisation de l'armée, va en faire servir à faire un écosystème numérique des industries créatives. Donc là, vous voyez du gaming et tout, et moi je suis dans le domaine de la radio. Donc je pense que l'Europe a vraiment... La force que moi je trouve, c'est, et vous en rendez peut-être pas compte, ce grand avantage que nous avons d'avoir une éducation, alors pas tout à fait gratuite, mais quand même très très disponible, ce qui fait qu'il y a quand même un niveau d'éducation générale en Europe qui est vraiment très impressionnant. Et je pense de ce fait, on a la possibilité d'une force de proposition et une force d'intention. Force of intent, stress of intent, moi j'y crois beaucoup. Dans mes voyages, quand je dis d'où je viens, etc., que vous soyez en Inde, en Chine, l'Europe a quand même cet attrait de qualité de vie,
de façons de penser, de modèles différents. Je vous assure que quand vous êtes à Séoul, que vous travaillez de 7 h du matin à 22 h, eh bien, beaucoup de jeunes Coréens qui regardent la façon dont on vit en Europe. Quand vous êtes dans des villes polluées comme à Delhi, où vous pouvez même à pratiquement plus vivre, la Scandinavie, toutes ces expérimentations qu'ils font, c'est quand même un pays de cocagne. Et il faut vraiment penser... Alors, bon, j'ai ce discours parce que c'est vrai, j'ai été exposée à des... Mais nous avons une grande chance et des modèles de qualité de vie, je pense, en Europe, qui font beaucoup rêvé. Et dans l'économie numérique, on voit, je vois Isabelle notamment, on voit beaucoup de modèles se développer, ou dire comment on génère des économies et des écosystèmes vertueux, où on fait par exemple dans l'agtech, tout ce qui est la nouvelle agriculture, par exemple aux États-Unis, bon, ils vont développer de la viande, on va pas dire moléculaire, synthétique. On voit qu'en Europe, il peut y avoir d'autres approches. Donc la force européenne, mon avis, du fait de ces éducations, du fait de ces pilotes, de vraiment faire rêver le reste du monde et de proposer des business models et des économies, des écosystèmes numériques avec des modes de fonctionnement différents. Le problème que moi je vois, et c'est un peu antinomique et sans doute je me contredis un peu, c'est que nous manquons cruellement de locomotives en Europe. Alors nous avons un marché fragmenté, linguistique, petit. Qu'est-ce que vous vouliez faire par rapport ? Et ça, c'est notre problème, parce que nous manquons de licornes, nous manquons de vraiment de grosses locomotives qui vont prendre ces modèles et dire, voyez, on peut aussi en faire une grande réussite économique. Et là, ça manque. Et bien sûr, je n'ai pas la solution. Autrement, je ne serais pas là. Je serais, je pense, je ne sais pas où, à continuer. Je ne sais pas. Mais c'est certainement une inhibition sur l'Europe. Comment est-ce qu'on peut arriver, bien sûr, à proposer des tas de modèles, bien sûr, nous, à les appliquer. Par exemple, je vois la Flandre actuellement est en train de faire tout un pilote sur toute la Flandre des smart cities. Le problème est comment on peut amener ça à une échelle qui fasse que ça soit réplicable et qu'on puisse suivre. Les tendances. Alors moi, j'ai été vraiment sidérée quand je suis revenue. Je n'étais pas partie depuis très longtemps en Asie. Bon, la Chine, on en a parlé, mais il y a des nouveaux des pays émergents qui arrivent. Là, vous avez la Malaisie, l'Indonésie. Bon, vous savez que l'Inde est encore un grand atelier du coding pour le monde entier. Il y a énormément de centres d'innovation. On fait énormément, toujours développer en Inde. Il faut savoir que l'Indonésie, maintenant, est le deuxième pays après l'Inde. Également énormément de diplômés, énormément de codeurs. Alors bon, on peut dire faire de la sous-traitance au développement, mais ils font énormément de développement agile avec les nouvelles méthodes. Donc c'est par exemple des pays émergents très intéressants à suivre. Bon, cette année, j'ai à peine démarré mon exploration en Afrique, donc j'espère revenir l'année prochaine, vous en parler plus. Et il y a une tendance, et ça c'est important à suivre, de verticalisation et de spécialisation dans les écosystèmes. C'est-à-dire que maintenant, vous allez voir des investisseurs, des experts qui vont spécialiser dans la deep tech, l'edutech, enfin la liste est énorme. Et qu'est-ce que ça veut dire pour une start-up qui va démarrer ? Une start-up qui a une idée, c'est vraiment de mieux en mieux connaître le domaine dans lequel elle va proposer une solution, d'aller voir quels sont les investisseurs, quel est l'écosystème. Donc ces grands écosystèmes maintenant viennent de plus en plus, je dirais, en sous-bulle. Et ce que j'espère, c'est que ça ne va pas faire des silos. On va garder la mouvance et les échanges. Mais c'est certainement une grande tendance. Une difficulté, c'est qu'il y a de moins en moins d'investissements dans les amorçages. Donc ça, effectivement, en tant que business angel, nous, parfois, on met des petites sommes, il faut aller en chercher, et ça devient une telle offre, ça devient de plus en plus difficile. Pour conclure, je pense que je vais être dans les temps, c'est bon, ben voilà, 5 minutes, formidable. Donc pour conclure, je vous engage à trouver votre tribu. Vous pouvez en être plusieurs, hein, d'ailleurs. Vous pouvez très bien être un influenceur et un core builder. Vous pouvez être dans un knowledge feeder et puis vouloir créer votre start-up. Donc, quelle est votre tribu et
la part de votre tribu, d'où vous êtes dans votre tribu. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre écosystème? Comment vous voulez l'influencer? Comment vous voulez le mener? Soyez ambitieux dans le bon sens du terme. Et pour boucler et refaire la boucle, ben écoutez, j'espère que si vous ne l'avez déjà trouvé, vous allez trouver votre Ikigai et avec ça, vivre aussi âgé que les gens de Okinawa et certainement trouver votre bonheur et votre influence dans votre écosystème numérique. Je vous remercie beaucoup d'être venu, m'avoir écouté.